Bonjour et bienvenue dans Souvenirs sonores, un podcast sur les grands-parents. Il s'agit de comprendre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils pensent, et quel est leur regard sur le monde d'aujourd'hui. Bonne écoute! Je peux te demander un conseil, mamie? Oh, j'y connais pas grand-chose, mais bien sûr. Laissez parler un peu les anciens. Grand-mère, comment c'était avant? Comment tu vois le présent? Selon vous et votre grand-père! Va rendre visite à ta grand-mère. Tu lui apporteras cette galette et ce petit pot de beurre. J'ai pas le code, mamie! Viens voir mon grand-père. Je suis là, mon garçon! Je m'appelle Jeanne et aujourd'hui je reçois ma grand-mère, qui s'appelle Vivette pour ses proches, mais Geneviève sur sa carte d'identité. Je me présente, je m'appelle Geneviève Delprat, née en 1939. Mon nom de femme mariée, c'est Turquier. C'était qui tes parents? Alors, mes parents sont d'origine, disons, multiple. Mon père était d'origine paysanne, catholique. Ma mère elle-même étant d'origine juive polonaise, immigrée à Paris dans les années 20. Et c'est là que ma mère a épousé mon père avec quelques problèmes puisqu'ils étaient d'horizons différents, de religions différentes. Mais mon père a rencontré ma mère sur deux grands thèmes, disons. La poésie, se sont rencontrés dans un club de poètes, et la religion catholique. Ma mère qui était en quête de sens et de religion dans la vie, ce qu'elle n'avait pas chez elle. Et elle a rencontré mon père sur ces bases-là. Donc ils se sont mariés, mon père a travaillé dans une société pétrolière. Il était envoyé tous les 2-3 ans dans des villes différentes, ce qui fait que moi je suis née dans le Midi, près de Marseille, dans une ville qui s'appelle Martigues. Après nous avons émigré à Lyon. J'avais 4 ans et demi. T'es quand même née à une époque un peu particulière. Je suis née au début de la guerre, 6 mois avant que mon père soit enrôlé dans la guerre. Il est parti un peu moins d'un an. Et donc, ma mère s'est retrouvée seule à s'occuper d'une famille. Il y avait mes frères et il y avait aussi mon grand-père, le père de ma mère, qui a vécu avec nous parce qu'il était, disons, plus très bien dans sa tête. Est-ce que t'as des souvenirs de la guerre? J'ai des souvenirs de mon grand-père qui partait faire des courses et ma mère était inquiète parce qu'elle ne le voyait pas revenir et il y avait des bombardements. Et il est revenu et ma mère lui a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as mis tant de temps ?» Il a dit « il n'y avait pas de problème, j'avais mon parapluie, j'étais protégé. » Donc, moi, ça m'avait paru très rigolo. J'ai des souvenirs aussi des choses un peu traumatisantes qui ont pu arriver, c'est-à-dire les bombardements, le fait qu'au milieu de la nuit, on ait dû aller se réfugier sur une colline où il y avait des abris. Ça, c'était dans le Midi. Ensuite, j'ai des souvenirs d'autres bombardements quand on a déménagé à Lyon, dans la région lyonnaise. Là, j'étais un peu plus grande, donc j'ai des souvenirs de 4 ans peut-être. C'est les Américains ou les Anglais qui ont bombardé des entrepôts qui étaient, je sais pas, à 1 kilomètre à vol d'oiseau de chez nous. Et donc ça a fait vraiment beaucoup de bruit, tout a tremblé, on a été tous se réfugier dans la cave. C'était un peu traumatisant, disons. J'ai des souvenirs de la guerre, de la fin de la guerre, c'est-à-dire qu'on avait été en vacances, ça devait être en août 1945. Dans la région lyonnaise, une petite ville qui s'appelle Moirans.
Et je me souviens qu'il y avait une grande excitation parce que c'était la libération. Les Américains avaient débarqué, il y avait des chars américains qui arrivaient, des chars allemands qui partaient, et on est sorti dans le jardin, et dans le ciel, j'ai vu un duel d'avions. Ça m'a marqué toute ma vie. Il y avait, je sais pas, un avion anglais ou américain et un avion allemand et qui s'envoyaient des tirs. Donc on nous a fait vite rentrer. Ensuite, les Allemands étaient partis, tout le monde a sorti ses petits drapeaux. On a tous été dans la rue principale. Là, il y avait les Américains qui étaient sur des chars et qui distribuaient des bonnes choses aux enfants. Donc, c'est là que j'ai eu les délices de mes premières bananes séchées que je n'avais jamais vues de ma vie et mon premier chocolat. Voilà mes souvenirs personnels de la guerre. La suite... Les souvenirs personnels de la guerre, c'était aussi qu'on manquait un peu de tout, quoi. On n'avait pas beaucoup à manger. Et je me souviens que ma mère, pour Noël, elle nous faisait un gâteau au marron avec des haricots parce qu'il n'y avait pas de marron. C'était moyennement bon. On avait froid aussi, parce qu'il n'y avait pas de quoi se chauffer, il n'y avait pas de quoi s'habiller. On avait des espèces de galoches, c'est-à-dire des chaussures en bois, avec des semelles de bois. Et on mettait des journaux dans les galoches pour ne pas avoir froid aux pieds. Il y a eu aussi un problème dans notre famille, parce qu'on avait des tickets de rationnement. Et les tickets de rationnement, les Juifs n'y avaient pas droit. C'est-à-dire que le régime de Vichy a demandé aux Juifs de s'inscrire dans les commissariats en tant que Juifs et a mis un tampon sur la carte d'identité et une étoile jaune il fallait porter l'étoile jaune sur les habits. Mon père, qui au départ pensait que Pétain était quelqu'un de fiable, a dit à ma mère d'aller, ainsi qu'au père de ma mère, d'aller se faire enregistrer puisque Pétain allait protéger les Juifs. Donc ma mère et mon grand-père ont eu des papiers avec un tampon juif dessus. Donc il y avait un problème pour les tickets d'approvisionnement, puisqu'il fallait aller pour avoir la carte avec les tickets d'approvisionnement, il fallait aller dans les mairies et présenter ses papiers d'identité. Donc ma mère a renversé fort opportunément un encrier sur sa carte d'identité, ce qui fait qu'on ne voyait plus le tampon. Et elle est allée avec ces papiers-là à la mairie pour avoir des tickets de pain. Et l'employé de la mairie n'était pas dupe, mais a tout à fait laissé passer les choses et a donné les tickets. Donc heureusement, pendant la guerre, il y avait des gens bien qui nous ont protégés, c'est-à-dire qu'on n'était pas dénoncés. Donc mon grand-père était très reconnaissable. Il avait un accent yiddish très, très marqué. Et il parlait pas super bien le français, il faut dire. Donc on a été quand même protégés par les milieux dans lesquels on était et qui ne nous ont pas dénoncés. Et quel genre d'éducation t'as reçu de la part de tes parents ? Alors, j'ai reçu une éducation où les valeurs ont beaucoup d'importance. Donc, les valeurs d'entraide, les valeurs de solidarité, les valeurs d'altruisme, et tout ça dans un contexte qui était très religieux catholique au départ, parce que mes parents étaient
dans cette optique catholique. Donc, on allait à la messe le dimanche, on faisait les fêtes de Noël. C'était donc une éducation où la religion avait un sens. C'était pas seulement des rituels, c'était pas des façons de manger, mais ça avait un sens et c'était en même temps une histoire et une culture. C'est-à-dire que ma mère, quand j'étais petite, tous les soirs, j'avais droit à une histoire de la Bible, Ancien Testament. Et Ancien Testament, pour les chrétiens de cette époque, c'était pas très bien vu. Bon, donc ma mère, qui était fidèle à ses origines juives, m'a bien inculqué ces histoires-là, ces histoires que moi je prenais au pied de la lettre. Par exemple, j'étais absolument outré que dans ces histoires, Ève soit née d'une côte d'Adam. Et pourquoi est-ce que ça ne serait pas l'inverse? Et pourquoi est-ce qu'il y avait un traitement différent? Ça ne m'allait pas du tout. Je me posais beaucoup de questions à ce sujet. Et une autre chose qui m'a beaucoup scandalisé, c'est la façon dont Dieu avait réagi dans la tour de Babel. Voilà, des gens qui se mettaient tous ensemble et qui ils se comprenaient tous. Et Dieu a trouvé que c'était pas bien et il leur a fait détruire leur tour. Et depuis, les gens, ils avaient des langues différentes et ils se comprenaient plus. Ça m'a complètement outré. Donc c'est peut-être ça, de là qu'est né mon goût pour les langues et pour le fait que c'est très bien qu'on se comprenne tous, quelle que soit notre langue. Et à Lyon, t'allais à la maternelle? Alors j'allais au jardin d'enfants où mes parents m'ont mise parce que j'étais tout le temps dans la rue avec une bande de voisins. Il y avait une famille extrêmement nombreuse, je ne sais pas combien ils étaient, 10, 11, et c'était plein d'enfants qui n'étaient pas forcément des frères et sœurs, parce qu'il y avait aussi des oncles et des tantes qui étaient plus jeunes que les neveux, et ça, je trouvais ça très rigolo. Et il y avait un pont de chemin de fer là dans le chemin où on habitait. Et il y avait des trains qui passaient. Et le père de cette famille, il faisait ralentir le train et il jetait les marchandises que les enfants se précipitaient pour ramasser et mettre chez eux. Donc mes parents trouvaient que c'était vraiment pas moral que je fréquente cette famille-là, donc ils m'avaient mis au jardin d'enfants. Comme entre-temps, la mère de cette famille avait trouvé aussi que j'étais tout le temps dans la rue, elle les a également mises au jardin d'enfants, donc je me suis retrouvée avec mes copains. T'avais 3 frères avant toi, et t'étais une fille. C'était comment? Mes frères, ils faisaient un bloc parce qu'ils étaient très proches en âge les uns des autres, et ils dormaient dans la même chambre. Donc c'était vraiment un bloc, et moi j'étais non seulement la fille, mais la petite dernière, séparée de 4-5 ans de mon frère le plus jeune. Et en même temps, j'avais des grands frères qui me protégeaient, mais en même temps, j'avais des grands frères qui me taquinaient beaucoup. Donc ils adoraient me faire des niches, enfermer mon petit chat dans la boîte aux lettres, ce genre de choses pour lesquelles je me précipitais dans la jupe de ma mère en me disant hey, ils m'ont embêté. Donc il y avait quand même le monde de mes frères et puis il y avait mon monde à moi. Mon monde à moi, c'était mes amis, mes copines. J'ai toujours eu des amis très proches avec qui j'étais tout le temps. Dans ma petite enfance, c'était la voisine qui s'appelait Nicole, qui était d'un milieu ouvrier. Son père était cheminot, sa mère faisait des ménages.
Nous, mon père avait changé de travail entre-temps. Et il avait quitté les pétroles et une situation financière confortable pour se consacrer à la fondation d'un mouvement et d'une revue humaniste qui s'appelait Économie et Humanisme et qui était beaucoup axé sur les possibilités de développement de pays pauvres en créant les infrastructures qu'il fallait pour que les gens puissent se débrouiller eux-mêmes. Tout ça était dans un contexte un peu religieux puisque celui qui avait fondé ce mouvement s'appelle le Père Lebray et qui était un dominicain. Et donc mon père il vivait en marge d'un espèce de couvent de dominicains et il était lui-même un peu dominicain. Voilà. Donc, comme c'était une idée un peu communautaire, ils étaient payés un minimum. Donc, pour les dominicains qui vivaient en communauté et qui n'avaient pas de frais, ça pouvait passer, mais pour mon père, qui avait une famille avec 7 personnes, c'était un peu ric-rac. Donc on vivait avec un salaire d'ouvrier, mais avec quand même dans un milieu culturel qui n'était pas celui de ma petite voisine. Donc moi je l'emmenais chaque fois qu'on avait des sorties au théâtre, tout ça. Je voulais absolument qu'elle vienne. Et elle m'emmenait voir ces spectacles de majorette. Donc voilà, ça c'était mon amie d'enfance. Ensuite, on n'était pas dans la même école. Et elle a été jusqu'au certificat d'études et moi j'ai lâché l'école primaire pour rentrer au lycée. C'était le lycée à l'époque, quand on rentrait en 6e, il fallait passer un concours. Et donc je suis rentré au lycée qui était à quelques kilomètres de là où j'habitais et c'est un lycée que j'ai adoré, un très beau lycée, bâtiment du XVIIe siècle perché sur les collines de Lyon où on voyait tout Lyon à l'horizon et surtout j'ai d'excellents souvenirs parce que j'avais beaucoup d'amis. Je me suis fait un groupe d'amis dont je continue à voir certaines encore maintenant. Donc c'est là qu'on a partagé toutes les découvertes, les questionnements de l'adolescence. Après le lycée, on se raccompagnait interminablement les unes et les autres pour continuer nos conversations. Et puis on passait des vacances ensemble. Donc j'ai de très bons souvenirs de cette période. Et du coup, tu as fait tout ton lycée à Lyon ? J'ai fait le lycée jusqu'à la première. Ensuite, mes parents ont déménagé à Paris. L'été de ce déménagement, j'étais en Espagne, où j'allais passer des vacances. On était en bande de jeunes, sans les parents, et c'était génial. On a été plusieurs années sur la Costa Brava, dans une maison, et on se débrouillait tout seul pour se faire à manger, passer des vacances formidables. Mais cet été-là, j'ai grimpé une montagne, un rocher s'est détaché, je me suis cassé le dos. Donc j'étais assez malheureuse à Paris parce que je ne pouvais pas bouger. J'étais dans une chambre avec un immeuble moche en face, l'imprimerie nationale, et un lycée antipathique qui s'appelait Camille C, dans lequel je me suis traîné parce que j'avais un corset de fer pour maintenir mon dos. J'avais très mal en plus. Je pouvais pas faire grand chose, il fallait qu'on porte des uniformes. Bon bref, j'ai déprimé tant et plus. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a orienté vers un foyer, disons, pour jeunes, qui était à Montmorency, qui s'appelait Le Renouveau, qui était tenu par une juive polonaise extraordinaire qui s'appelait Madame François,
Frania, qui à l'origine avait été fondée pour accueillir les orphelins des Juifs déportés et qui accueillait également des jeunes de tout pays africains. Ma meilleure copine était vietnamienne. Donc j'ai été là-bas pour poursuivre mes études. Donc j'ai fait la philo là-bas et c'était une année très enrichissante et j'aimais bien ces gens-là, j'aimais bien l'ouverture d'esprit que ça représentait. Ensuite, je n'ai pas réussi le bac parce que j'avais une année un peu trop chahutée. Et quelqu'un que connaissait Madame François était en Allemagne dans une école avec des méthodes nouvelles. Et donc j'ai été poursuivre le bac par correspondance dans cette école allemande, qui était au milieu d'une forêt magnifique, qui s'appelait l'Odenwaldschule, et dans laquelle j'ai appris par la suite que Cohn-Bendit avait passé aussi quelque temps après moi, les plus jeunes. Il y avait des gens, disons, qui étaient très ouverts à d'autres approches pédagogiques. Donc il y avait des cours le matin. Ces cours étaient assurés, disons, par les élèves. Les élèves préparaient le cours par groupe et le prof était là comme modérateur pour apporter des choses en plus, pour orienter, voilà. Donc ça, c'était une approche vachement intéressante. Et il y avait beaucoup de discussions. L'après-midi, c'était libre ou c'était des activités du type labo ou scientifique pour ceux qui s'y intéressaient ou des activités artistiques. Et moi, j'allais beaucoup me promener dans la forêt où il y avait des chevreuils et des sangliers en liberté. On habitait dans des maisons où il y avait un responsable adulte par maison, et puis on avait des chambres à deux en général, avec d'autres occupants, donc on était un petit peu comme des familles aussi. Voilà, donc j'ai passé 1 an là-bas, j'ai passé le bac par correspondance et j'ai été le passer à Baden-Baden, parce que c'était là le centre français le plus proche. À l'époque, c'était tenu par les Français, et j'étais donc pendant le passage du bac, accueilli par une famille de militaires français, très sympa. Et donc, après le passage du bac, t'as fait quoi? Pour poursuivre mes études, je voulais continuer les langues, et donc je me suis inscrit dans un institut d'interprète à Saarbrücken, où j'ai passé 1 an. On m'a dit que si on voulait avoir des débouchés dans la traduction, il fallait une spécialité. Donc, il fallait que je fasse d'autres études. Donc, j'ai été attiré par le fait de faire des études de psycho. Après ça, j'ai été rejoindre mes parents. Mes parents étaient au Liban, donc j'ai été passer un été là-bas. Mon père a été appelé comme expert pour le développement au Liban, où il est resté pendant une dizaine d'années. Et donc ça a été mon premier contact avec le Liban, où j'ai un petit peu aidé mon père à faire des enquêtes sur le niveau de vie dans des villages du sud du Liban. Ça m'a énormément intéressé. Ensuite, mes parents m'ont dit tu peux continuer tes études de psycho au Liban, puisqu'il y avait une université française là-bas aussi, où j'ai passé 3-4 ans. Et c'est là, à l'université française, que j'ai rencontré Yves, qui est devenu mon mari. Donc Yves était d'une famille juive libanaise. Moi, ce qui m'a plu au Liban, c'est qu'il y avait des gens d'origine très différente. Donc c'était comme si c'était un pays beaucoup constitué de communautés très différentes. Moi, en tant qu'étrangère, j'avais accès à toutes ces communautés.
Et non seulement j'avais accès, mais j'y étais la bienvenue. J'ai été bien accueilli. Donc j'ai pu fréquenter des gens qui, eux, ne se fréquentaient pas beaucoup ensemble. Des chrétiens orthodoxes, des chrétiens maronites, des musulmans, des juifs. Voilà. Et l'université française, c'était quand même pas mal ça, sauf qu'il y avait quand même surtout des chrétiens. Il y avait quelques musulmans, mais pas beaucoup. Des chrétiens et des juifs. Voilà, j'ai fait mes études, des études de psycho là-bas. Yves et moi, Yves était journaliste à l'époque. On avait mené une vie, disons, d'étudiants. Et on a pris ensemble un logement au bord de la mer dans un tout petit village, sans le dire à nos parents, parce que c'était pas très bien vu à l'époque. Et puis, bon, voilà, un jour, mes parents ont débarqué, parce que moi, j'avais dit que j'étais avec des amis. Ils ont donc débarqué en passant par là. Et ils ont trouvé qu'on n'était que nous deux. Donc, ça a fait un petit peu d'histoire. Puis, voilà, quoi, Yves et moi, on a fait potasser nos études dans cet endroit qui s'appelait Tabarja, qui est un de nos endroits où on était très heureux. Et puis, après ça, moi, je suis revenu en France parce que il y avait des certificats de licence de psycho qu'il n'y avait pas au Liban. Donc, si je voulais terminer mes études, il fallait que je revienne en France. Yves avait l'intention de venir en France aussi parce qu'il voulait faire des études de cinéma. Donc je suis revenu à Paris, où j'ai habité à la cité universitaire, et j'ai continué mes études. Un an après, Yves m'a rejointe, là on s'est mariés. Et là, c'était comment? Qu'est-ce que vous faisiez? On était étudiants l'un et l'autre. Moi, je continuais mes études de psycho et de socio, parce que je me suis intéressée à la sociologie. Voilà, Yves, lui, est entré à l'IDEC, qui était l'ancêtre de la FEMIS, qui est l'Institut de formation aussi de cinéma. Donc ça a duré 2 ans. Pendant ce temps-là, on faisait des petits boulots. Moi, je faisais des petits boulots des enquêtes qualitatives avec des rapports sur plein de choses qui étaient pas mal, ça me permettait de rencontrer plein de gens. Yves continuait ses activités de journaliste. Il faisait quelques reportages en France sur le Festival de Cannes, par exemple. On allait au Festival de Cannes chaque année, passer 1 mois. Et donc il était payé par le magazine dans lequel il travaillait au Liban. Et puis chaque été, on retournait au Liban, où là, Yves travaillait à plein temps. Et donc mettait de l'argent de côté pour le reste de l'année. On a habité dans plein d'endroits. On était un petit peu comme l'oiseau sur la branche, avec notre sac toujours prêt. Soit des appartements prêtés par les parents ou les amis des parents, un petit peu à l'hôtel, un petit peu partout, jusqu'à ce qu'on aille à notre premier appartement. C'est ça, c'était dans le 9e, près de la place Saint-Georges, rue Saint-Georges. Un appartement charmant, au 5e étage sans ascenseur, sous les toits, typique parisien, très joli. C'est là qu'on a habité quand on a eu notre premier enfant, qui était Serge. Bon, moi, entre-temps, je travaillais. Comme j'avais fait pas mal d'interviews qualitatives dans les études de marché, je suis rentré dans une boîte d'études, la Cofremca. Quand les études portaient sur la banque ou sur les huiles moteurs, je trouvais que c'était pas tout à fait passionnant, mais je prenais comme des périodes de formation qui me permettaient d'acquérir de l'expérience, des méthodes, de réfléchir à des nouvelles façons de pratiquer le métier et tout ça. Yves, lui, sorti de l'IDEC, n'avait pas de travail.
sans être français, il ne trouvait pas se faire embaucher à la télé, par exemple, ou sur pas mal de choses, d'entreprises publiques. Donc je me suis trouvé, moi, un petit peu en charge de la famille, qui, d'une part, était quelque chose de positif, puisque j'avais aussi des exemples positifs dans ma famille de mes deux grands-mères qui avaient, elles, été soutiens de famille, mais qui, une fois que j'ai eu un petit enfant, a commencé à faire beaucoup. Donc il fallait pas que je lâche mon boulot, puisque c'est moi qui gagnais l'argent, il faut bien le dire, du ménage à l'époque. Et puis après, à la maison, j'étais très fatiguée. Voilà. Donc quand Yves, lui, a fini par faire les démarches pour être naturalisé, il a eu du boulot, il était embauché à la télévision. Donc moi j'ai pu lever un peu le pied et là j'ai pu plonger dans la déprime qui a duré peut-être 2-3 ans. Donc Serge était petit à l'époque. Je suis progressivement sorti, parce que c'était de la déprime, c'était un peu de, comment ça s'appelle là, quand on tire trop sur la corde. Un burn-out ? Voilà, je me suis tapé un burn-out et suivi d'une déprime qui a duré quand même un petit peu après. C'est une période qui a été dure, mais en même temps extrêmement positive, parce qu'à partir de là, j'ai pu me reconstruire. Et que ça me permettait de réfléchir à des choses fondamentales, enfin mettre les choses en perspective, faire un retour aux origines. C'est là que j'ai fait un retour à mes origines juives. Donc moi j'avais déjà lâché la religion chrétienne depuis que j'étais adolescente, quand j'avais 13-14 ans. Je croyais pas, voilà. Donc je n'allais plus à la messe. Mon père a été peiné, mais il n'a pas mal réagi. Il ne m'a pas rejeté. Voilà, j'en ai parlé avec lui. Yves, il a pris la distance. Il voulait prendre la distance aussi vis-à-vis de son milieu. On s'est mariés à la mairie, mais on s'est mariés religieusement. Lui, pour faire plaisir à ses parents qui insistaient pour que ça se fasse. Mais moi justement, pour faire un lien avec une partie de mon histoire. Bon, il voulait faire plaisir à ses parents parce que ses parents ne voulaient pas de ce mariage, ils trouvaient qu'il était trop jeune pour se marier, que c'était pas dans leur optique. Ils auraient voulu qu'il épouse une jeune fille juive, libanaise, avec de la fortune, enfin ce genre de choses qu'ils avaient en tête. Ils ont voulu le dissuader de se marier. Premièrement. Deuxièmement, ils n'ont pas voulu reconnaître l'enfant, Serge, parce que on avait décidé de ne pas le circoncire, étant donné qu'on pensait à l'époque que c'était aux enfants de décider de faire ce choix-là, de faire le choix une fois qu'ils seraient grands. Que la religion était une affaire individuelle et pas collective, et pas communautaire. Donc il y a eu une distance qui a été mise avec les parents d'Yves pendant un certain temps, jusqu'à ce que la réconciliation ait lieu et qu'ils acceptent. Comment j'ai fait ce chemin tortueux là ? Oui. Donc moi j'ai fait un retour aux sources religieuses. Donc je me suis remis un peu dans le yiddish, à écouter des chansons yiddish, à lire des auteurs yiddish, à parler du yiddish avec ma mère et ma tante Eva. Ma tante Eva qui a eu beaucoup d'importance dans ma vie, comme modèle de femme, qui était journaliste et qui était une forte personnalité et qui a été, disons, ma seconde mère. Pour ma mère et Eva, le yiddish, c'était pas des très bons souvenirs parce que c'était la langue dans laquelle leurs parents s'engueulaient. Donc,
Donc c'est pas avec elle que j'ai vraiment partagé l'yiddish, mais j'en ai parlé avec d'autres. J'ai été apprendre l'hébreu. Je n'avais pas de grandes ambitions, mais je voulais lire le premier chapitre de la Genèse en hébreu. Je suis arrivée. Et puis je commençais à pratiquer un petit peu. Et puis donc j'ai commencé à fréquenter une petite synagogue de Montrouge. Et puis Yves et moi, quand on a refait une famille, disons, je reviendrai là-dessus après. On a à ce moment-là jugé que c'était bon de mettre du rituel religieux et culturel dans notre vie. Donc on a à ce moment-là décidé de pratiquer des rites de Kippour et de Pessah, la Pâque juive qui permet de retracer l'histoire juive et de transmettre aux générations d'après cette histoire. Donc parce qu'entre-temps, il y avait eu le grand remue-ménage et remue-ménage de 68 qui nous avait fait mettre en doute la façon dont on vivait, la façon dont on pouvait avoir une famille, les relations entre les uns et les autres. Donc ça a bousculé pas mal de choses. Le positif, c'était qu'il y avait plein de rencontres inattendues, disons, pas prévues, qui ont eu lieu. Donc voilà, Yves et moi, on s'est éloignés pendant un certain temps, et ce qui a été un peu à la fois perturbant et certainement pour Serge quand il était petit, parce qu'on était séparés. Et après, on s'est, disons, reconstruit ensemble. On s'est retrouvés et on a fait une famille avec 2 enfants de plus, qui ont été Léa et Benjamin. On habitait à Malakoff, une petite maison qui était rue Savier et qui était en face d'un grand immeuble où habitait Nathalie, qui était petite et qui était donc la voisine de Serge. Et ils devaient se retrouver plus tard, d'abord à l'école maternelle, mais ils ne se souviennent pas, ensuite au lycée, Michelet, et ensuite ils se sont mariés, et ensuite ils ont eu des enfants qui étaient Rémi et Jeanne, et qui sont nos petits-enfants. Et je voulais savoir du coup, quel genre d'éducation vous avez voulu donner à vos enfants ? Pour moi, l'éducation, c'est donner un sens. C'est chercher le sens et vivre selon le sens qu'on donne à sa vie et aux choses. Donner ce sens, c'est à travers bien sûr les relations qu'on a les uns avec les autres, mais c'est aussi que c'est pas tellement la réussite matérielle qui importe, mais l'intérêt intellectuel, l'intérêt artistique, voilà. Une amie de ma tante disait avec humour, tu vas avoir un enfant, tu veux que ça soit quelqu'un qui réussit ou quelqu'un de bien dans la vie ? Voilà. Donc, ce qu'on a voulu de nos enfants, c'est qu'ils soient des gens bien. En allemand ou en yiddish, on dit des Mensch, des humains avec une majuscule. Il y a combien de temps t'as pris ta retraite ? J'ai pris ma retraite définitive il y a à peu près 15 ans, déjà. C'est pas vrai, j'ai l'impression que c'était avant-hier. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Après les premières années où il y avait des choses qui ne m'intéressaient pas forcément, j'ai fait un travail qui m'a absolument emballé, qui était un travail de sociologie sur les changements de mentalité dans les sociétés, d'abord européennes. Or, l'Europe, ça n'existait pas au moment où j'ai commencé ces études, donc on faisait le pari qu'il y aurait une Europe. Alors non seulement l'Europe s'est construite, moi j'ai assisté aux origines
de la construction de l'Europe quand j'étais à Strasbourg, où il y avait des grandes réunions pour établir les bases d'une Europe qui est un espoir formidable après la période de guerre qu'on avait connue en Europe, et que plus jamais ça recommence, qu'il y ait la paix, et ça a marché. Par contre, la façon dont s'est construite l'Europe, c'est pas tout à fait ce qu'on avait comme espoir. Mais dans le travail que j'ai fait après, on prenait différents pays européens, la plupart des pays d'Europe de l'Ouest à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore l'Europe de l'Est, et on cherchait ce qu'il pouvait y avoir de commun dans l'esprit, dans les mœurs, dans les changements des mœurs, puisqu'on était dans des sociétés qui changeaient quand même pas mal. Et donc on a établi des grands courants de changement qui étaient communs aux gens de ces différents pays. Et après ça s'est ouvert aux pays d'Europe de l'Est, puisque le mur de Berlin est tombé. On s'est intéressé également aux pays d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, au Japon, à la Russie. Et donc, mon travail était d'établir des études et des enquêtes qui étaient traitées chaque année et qui permettaient de tirer les grandes tendances d'évolution de ces sociétés. C'est quand même assez frappant. Tu vas dans un pays, tu vas retrouver un petit peu les mêmes choses. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 20 ans, 15 ans, 30 ans. Donc j'ai transmis les dernières années, j'ai beaucoup transmis à ceux qui devaient prendre le relais. Et ce qui est amusant, c'est que maintenant c'est Léa, ma fille, qui est dans ce type d'études et d'approches. Voilà, quand j'ai pris ma retraite, j'étais très contente de prendre ma retraite parce que j'allais pouvoir vivre des choses à mon rythme. Ce qui m'a pas mal pesé, finalement, c'était d'être toujours dans un rythme obligé, c'est-à-dire j'ai beaucoup senti les contraintes qui étaient à l'encontre de mon rythme propre. Donc j'ai énormément apprécié les années qui ont suivi, de pouvoir faire les choses à mon rythme, de pouvoir lire tranquille, au lit le matin, de pouvoir m'occuper de mes petits-enfants, de pouvoir aller au cinéma, au théâtre et tout ça sans être obligé de courir tout le temps derrière le métro. Voilà. Donc la retraite, ça a été très bien pour moi. Très bien, je continue à garder des contacts avec les gens de mon travail. Mais comme ça, pour le plaisir, pour avoir de l'information sur ce que ça devenait. Depuis 1 an ou 2, je me suis remis quelques contraintes, qui ne sont pas des contraintes, mais qui sont des choses que j'ai choisies pour baliser mon temps et ouvrir mon esprit. Donc je suis pas mal impliqué dans tout ce qui concerne les problèmes d'immigrés, dont la situation est de plus en plus dramatique. Et donc voilà. En France, si je peux faire quelque chose au niveau local, je le fais. Il y a des choses à faire qui se font à Malakoff, donc je suis impliqué là-dedans. Je m'occupe de faire de l'alphabétisation pour des femmes d'origine différente, du Maghreb, d'Afrique, d'Égypte, d'Asie, et donc leur permettre d'apprendre le français et d'écrire, et ce qui leur permettra par la suite d'avoir des papiers, de pouvoir mieux travailler, de pouvoir travailler en France en tout cas. Voilà, ça c'est une activité bénévole. Je suis aussi dans un groupe qui fait des activités physique, disons, la gymnastique douce qui s'appelle Atelier Corporel, et ça me fait beaucoup de bien. Je fais du chant dans une chorale. Je marche 5-6 km tous les jours, ou plus, minimum 5.
ce qui me permet de découvrir des tas d'endroits et de me sentir très très bien dans ma peau. Voilà, Yves a eu pas mal d'ennuis de santé qui m'ont pas mal aussi occupé, disons, pendant un certain temps, mais depuis un an, miraculeusement, il y a eu une embellie, et donc j'ai moins de soucis de ce côté-là. Et tu passes beaucoup de temps avec tes petits-enfants aussi? Alors, mes petits-enfants ont une grande importance dans ma vie, et c'est vrai que après ma retraite, j'ai apprécié d'avoir du temps à passer avec mes petits-enfants, j'en ai 7, et avec le plaisir des différents stages de l'enfance, c'est-à-dire qu'il y a les 2 plus grands qui sont Rémi et Jeanne, qui sont plus des enfants. Il y en a un qui est un jeune adulte et une qui est une jolie ado, avec qui on a passé pas mal de temps quand ils étaient enfants, puisqu'ils venaient chez nous passer 2 jours par semaine. Donc c'était un peu leur seconde maison et ça a été vraiment des très très bons souvenirs qu'on a eus avec eux. C'est un grand bonheur. En plus, les petits-enfants, ça maintient en bonne santé, en forme, hein, parce que j'ai avec tous fait du ping-pong. Je les ai initiés au ping-pong jusqu'à ce qu'ils aient 12 ans, j'arrivais à les battre. Après, plus difficile. Mais c'était très bien. Et puis, j'ai 3 autres petits-enfants côté Léa, qui sont des garçons, tous. Et donc, justement, je vais avoir le petit dernier qui a 5 ans, qui s'appelle Ulysse, avec sa cousine Mathilda. Donc, Mathilda et Sibylle, c'est du côté de Benjamin. Donc c'est un grand bonheur, les petits-enfants. Aujourd'hui, est-ce que tu es heureuse? Aujourd'hui, je dois dire que je me félicite tous les jours d'avoir la chance de vivre cette période-là dans des bonnes conditions, dans une maison que j'aime beaucoup, un jardin dont je m'occupe pas mal. Et sans arbres, moi je ne pourrais pas vivre, donc j'ai des arbres dans mon jardin. Yves va bien, il est bien dans sa tête, c'est un grand bonheur. Mes enfants sont bien dans leur vie, bien dans leur travail à peu près. Et les petits-enfants grandissent et sont épanouis. Voilà. Donc j'estime que j'ai beaucoup de chance. Et cette chance, j'essaye de la faire un petit peu gagner comme des taches d'huile avec d'autres gens que je connais et que je peux aider. Merci à Vivette pour son temps, sa confiance et son précieux témoignage. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode de Souvenirs sonores. Si vous avez des remarques, si vous voulez me dire ce que vous en avez pensé, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail souvenirs@gmail.com. Allez, à la prochaine!